c'est grâce à la régie que les choses s'animent. La deuxième chose, c'est qu'on voudrait faire une innovation, parce que chaque année, on vous dit vous pouvez tweeter. Le hashtag, c'est JM 2015. C'est ça ? JM 2015. On voudrait essayer un nouveau truc. C'est que on m'a demandé de vous donner mon numéro de téléphone et que vous puissiez envoyer des SMS. Alors, mon numéro de téléphone va s'afficher et vous allez pouvoir envoyer des sextos et des sextos sur l'amour que vous avez pour la presse magazine et ses enjeux. Et alors, l'intérêt du SMS, c'est que vous n'êtes pas obligé de le signer. Il peut être vache, il peut être critique, et vous pouvez faire ce que les gens dans les colloques aiment faire quand ils n'ont pas été invités à la table ronde, c'est-à-dire développer une problématique que s'ils avaient été invités à la tribune, ils auraient certainement été meilleurs que les intervenants. Donc ça, vous pouvez le faire avec le SMS en toute impunité. Et parfois, il y a des questions, et je lirai ces SMS, donc vous n'hésitez pas. Et même des blagues. Parfois, les blagues, elles peuvent, enflammer nos débats. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que le numéro s'est affiché ? Parce que j'aime pas promettre sans savoir. Je vérifie, hein, c'est des formations professionnelles. Ouais, c'est bien mon numéro. 06, 08, etc. Alors, on est ensemble jusqu'à 17h30. On a 15 minutes dans la figure, mais c'est pas grave, on s'en sortira. On se retrouvera à 18h. Il y aura une pause, je vous rassure, mais on part quand même pour 3 heures de marathon. Donc, il faut que vous nous donniez de l'énergie, même si vous êtes sur vos portables, etc. Essayez de nous faire croire, de nous donner l'envie de croire que vous nous écoutez avec attention et avec amour. Ça, c'est important. De 14h30 à 15h15, on va parler de la marque. Comment on l'étire, comment on la diversifie sans la perdre. À 15h20, on a ce qu'on appelle maintenant une keynote, un exposé d'un visiteur anglais, Chris Kerwin, patron de la branche print de BBC Worldwide. Il va nous parler d'une marque multi-canal, multi-cruciforme, j'allais dire, voilà, The Good Food. 15h50, 16h35, on parlera des nouvelles formes du journaliste, tout ce qui est tendance, nouveauté. Et puis, on terminera vers 16h40 avec le grand débat, avec cette question: pourquoi, bande de dingues, investissez-vous encore dans les marques de presse ? Et bien sûr, 18h, on a cette espèce de rendez-vous festif où on se remet des prix entre nous et où on se dit de façon latente qu'on s'aime. C'est ça, en fait. C'est ça qui est important. Je voudrais que vous fassiez un triomphe aux invités de la première table ronde, le stretching de marque, un peu sportif, hein, des gens qui sont d'ailleurs tous en âge de faire des assouplissements. Je voudrais que vous accueilliez Corinne Pitavi, DG du groupe Express Roularta. Corinne, un triomphe. Xavier Romatet, PDG de Condé Nast. Et Frédéric Darouti, directeur exécutif de Prisma Media, qui nous font l'amitié d'être avec nous pour ce premier atelier. Bonjour, on s'est vu tout à l'heure, mais bon, il faut respecter les formes. Je parle sous votre contrôle, je fais des piges à GQ, donc si vous pensez que je suis plus sympa avec Xavier Romatet, vous envoyez des SMS. J'ai fait des piges à l'Express, donc si vous pensez que je suis plus sympa avec Corinne, vous manifestez par SMS, et je crois que je pige à management, donc voilà. Donc au moins, vous savez que j'ai un râtelier particulièrement large. Bien. Corinne, je vais commencer avec vous, je vais rappeler le sujet. On est sur une table ronde qui va passionner les gens de marketing, qui devrait passionner davantage les journalistes. C'est comment, quand on part d'une marque à fort ADN, à forte culture, c'est-à-dire une marque de presse, qu'est-ce qu'il y a de plus culturel qu'une marque de presse et de ce qu'on fait dans un magazine de presse? Et puis là, un jour, on se dit, tiens, les verbes sont importants, décliner, assouplir ou étirer. Hein, les mots du marketing et de la gestion sont parfois curieux. Comment on diversifie cette marque et comment on va chercher dans son magazine de l'inspiration pour aller sur d'autres marchés qui ne sont pas nécessairement des marchés de presse.
Je crois qu'il faut commencer par des exemples. Chacun des trois intervenants donnera des exemples, ceux dont il est le plus gourmand, en fait, ceux qui l'inspirent le plus dans son propre groupe. Et petit à petit, on ira vers, avec des pratiques comme ça, on risque de se planter. Il y a quel type de risque? On fera les do's et les don'ts, c'est-à-dire des conseils et des choses à éviter. Alors Corinne, chez vous, chez Express Roularta, il y a des diversifications. Il y en a une qui est une réussite. On parlera du facteur temps, c'est important. C'est une réussite de 40 ans, c'est l'étudiant. Ouais. Mais il y a aussi côté déco. Côté maison. L'Express. Bon. C'est vrai que pour les éditeurs et les dirigeants de groupes natifs de presse, c'est devenu une obsession, la diversification, depuis pas mal d'années. Le digital en a été une, évidemment, avec les croissances qu'on connaît, mais il y en a plein d'autres, en fait, et ça suppose, évidemment, des règles et des écueils à éviter. Dans le groupe, ça concerne l'Express, ça concerne le pôle décoration, et évidemment, ça concerne au premier chef l'étudiant, qui est une marque qui s'est diversifiée au cours des 40 dernières années pour devenir le leader de l'orientation des 15-25 ans. Alors, ça s'est fait sur 40 ans et je dirais autour de 2 règles qui ont été au fond intuitivement imaginées par René Sylvestre, qui est le créateur de l'étudiant, et qu'on reprend aussi à notre compte depuis pas mal d'années que le groupe Express gère cette marque. C'est d'une part l'obsession du client, c'est-à-dire au fond, il veut quoi notre jeune? Il a besoin de quoi? À quel endroit? Comment et où? C'est-à-dire cette idée que si on n'est pas connecté avec, au fond, l'utilisateur et le client, on est à côté de la plaque. La deuxième règle d'or, en fait, de cette marque l'étudiant, c'était le test and learn avant l'heure, parce que énormément de choses ont été testées, et puis certaines ont réussi, d'autres moins. Il y a eu par exemple un Minitel l'étudiant. On a fait pendant des années le train de l'orientation, et puis finalement on ne le fait plus. C'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper, et c'est même constitutif d'une des règles d'or voilà, dans la diversification. Il y a un dernier mot à dire sur l'étudiant, parce qu'il n'y a pas que moi qui dois parler et dire des choses sur ce sujet-là. Il y a un chiffre aussi. Mais la matière première dont on parle, l'orientation des jeunes, a une caractéristique, c'est qu'elle est complexe, l'orientation plus que jamais aujourd'hui. Elle est très anxiogène pour les jeunes et les parents, et elle a un renouvellement naturel chaque année avec les nouveaux lycéens ou les nouveaux jeunes qui ont les mêmes questions. Donc c'est beaucoup plus facile pour une marque comme celle-ci d'avoir aussi bien réussi dans la diversification, et que le mensuel qui est à l'origine de l'étudiant ne pèse aujourd'hui plus que, en termes de chiffre d'affaires, 10%, disons, du chiffre d'affaires global de la marque. Voilà. C'est quand même particulier comme matière première, l'orientation. Oui. C'est vrai que le salon de l'étudiant a presque fait oublier l'étudiant magazine, même si l'étudiant, c'est vraiment l'ADN de ce salon. Mais moi, j'ai été très surpris. Tout à l'heure, on discutait avec Corinne. J'ai évidemment parlé d'une de mes filles qui a 15 ans, qui est en seconde. Et Corinne a sorti de son sac une carte de visite en disant « Mais il faut que ta fille vienne voir un de nos coachs. » Je suis restée commerciale. Ben oui, non, mais c'est ça qui est intéressant. Et elle l'a fait, et moi, j'avais confiance. C'est-à-dire que je me dis, si la patronne de l'étudiant, elle me parle d'orientation, etc., j'ai confiance. Donc, il y a aussi une question sur l'extension de la marque, ouais. L'étirement de la marque, ouais. C'est la confiance, la légitimité du territoire de marque. Oui. Ça, c'est dans les règles d'or. Effectivement, qu'est-ce que c'est comme territoire? Est-ce que ma marque est légitime? Est-ce qu'elle est crédible? Et donc, est-ce qu'elle est stretchable sur d'autres types de formats, en fait? Bon, on en parlera peut-être dans les don'ts, s'il y a vraiment des règles et des écueils à éviter. Mais en ce qui concerne l'étudiant, en tout cas, assez naturellement, il a fallu aller au contact, donc faire des salons était tout à fait évident. Et puis de un premier salon, on en est à 85 salons par an, organisés par le journal. C'est aujourd'hui 50% à peu près du chiffre d'affaires de l'activité de l'étudiant. Ces 85 salons, ce n'est pas 85 salons de l'étudiant qui seraient dispatchés, régionalisés, etc. Il y a des déclinaisons eux-mêmes de la marque Salon de l'étudiant. Il y a Salon de l'étudiant aux Beaux-Arts, Salon de l'étudiant en gestion. Ouais, il y a les 2 gros généralistes. Et puis ensuite, il y a des thématiques, les formations artistiques, les métiers d'ingénieur. Donc il y a des thématiques. Et puis aussi, stage et alternance. Donc il y a plein de thèmes à Paris et en province. Mais
85 salons, plus un autre service dont tu parlais, c'est-à-dire le coaching orientation, qu'on fait depuis plus de 10 ans et qui s'avère aujourd'hui particulièrement pertinent parce qu'il y a des nouveaux métiers dans le monde digital, il y a des filières en tension, et pour orienter les jeunes dans les bonnes filières et sur les métiers qui éviteront le chômage, il y a une énorme attente en la matière. Alors ça, c'était une première... C'est une mise en bouche, on parle de la diversification reine, la plus emblématique. Je vais poser un peu une question comparable à Xavier. La diversification chez Condé Nast qui vous vient à l'esprit spontanément et que vous pourriez nous rappeler. Et puis ensuite, on affinera peut-être sur d'autres titres. On parlera de Côté Déco avec vous, Corinne, ou de AD chez vous, Xavier. Mais quand on parle de Condé Nast, quelle est la diversification à la fois la plus étonnante et celle qui marche le mieux aujourd'hui? Alors, je vais prendre un exemple international, qui est l'école qu'on a montée à Londres, qui s'appelle Condé Nast Fashion and Design School, qui a été montée il y a 2 ans, et qui est une école de formation pour les pré-expériences et les post-expériences, c'est-à-dire ceux qui ont juste après le bac et ceux qui ont déjà une expérience professionnelle, et qui forment pendant 1 an des gens qui veulent en savoir plus sur les carrières et qui veulent se former aux carrières de communication, relations publiques et business dans le monde du luxe. Ces formations accueillent 300 étudiants par an en pré-expérience, 300 en post-expérience. Et donc aujourd'hui, on est à la 2e saison. On a ouvert lundi, il y a 10 jours, à Shanghai. On va ouvrir à Mumbai. Et on pense qu'on va pouvoir déployer à peu près une 10aine d'écoles dans le monde, donc des Condé Nast Fashion and Design School. Donc ça, c'est une diversification qui est extrêmement intéressante parce que elle est en dehors des sentiers, on va dire, traditionnels de la diversification. Elle est totalement légitime parce que Condé Nast, en tant qu'entreprise, est un acteur clé d'une industrie qui est l'industrie du luxe. Et ensuite, elle est pertinente parce que former des gens. Et ensuite, 95% des gens qui sont sortis sur les 2 premières promotions ont trouvé un job, est quelque chose qui a un retour sur investissement très important pour nous. On le mesure de 3 façons. 1, ces gens-là sont les futurs clients de Condé Nast dans les années qui viennent. Donc c'est important de former des gens parce que chacun d'entre vous, vous avez eu des écoles et quand la formation est bien faite, on est très attaché à celui qui nous a formés. 2e retour sur investissement, il est immédiat, c'est que ces formations sont payantes. Et il y a une rentabilité immédiate, évidemment, inhérent à l'activité de formation. Et la 3e rentabilité, elle est en termes d'image, parce qu'évidemment, ça valorise l'image globale de Condé Nast, non seulement auprès des étudiants, mais auprès de l'industrie, puisque si grâce au Condé Nast Fashion Design School, vous pouvez former des gens qui vont dans l'industrie du luxe, ça participe évidemment d'une amélioration et d'une valorisation de l'image de votre marque. Donc c'est ça qui me paraît le plus intéressant et novateur. Xavier, une question en passant. Est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que Paris n'est pas illégitime sur le luxe, la mode et ses problématiques, qu'un jour, vous soyez le patron heureux d'une université Condé Nast à Paris, où on aille apprendre le luxe, la communication du luxe? Ça peut arriver, parce que Paris, c'est quand même un creuset intéressant. Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai exercé des responsabilités dans le domaine para-éducatif, je sais pas quoi. J'étais pendant quelques années président de l'association des anciens élèves d'HEC. Et c'est là où l'idée m'est venue. Parce qu'il y a dans un certain nombre de grandes écoles des chaires qui sont dédiées à un certain nombre de secteurs. Et il y a une chaire notamment à l'ESSEC et une à HEC sur le luxe. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne crée pas une école? Donc le projet est d'origine française. J'ai été voir les autorités françaises, éducatives, et on est en France. J'ai parlé de ce projet au comité exécutif de Condé Nast et mon collègue qui est à Londres m'a dit « Écoute, c'est une formidable idée, je vais la faire à Londres ». Moi, j'ai essayé pendant 18 mois en France, on n'a pas pu, et il l'a fait en 6 mois à Londres. Je passe de commentaires. Je vous fais une deuxième confidence, c'est qu'hier matin, j'ai eu rendez-vous avec le maire de Paris et je lui ai dit « Paris est la capitale de la mode. Nous n'avons pas de grande école de formation au métier de la mode. Il y a une multitude d'écoles, il y a l'IFM, il y a... il y a des tas d'écoles qui sont des écoles, mais il n'y a pas de grande école. Il y a la St. Martin's School à Londres, il y a 2 écoles de design formidables dans la mode en Belgique, mais il n'y en a pas en France. Le gros problème, c'est que pour monter cette école, il faut que les
ceux qui en sortent aient un diplôme. Or, en France, pour avoir un diplôme, c'est un master. Le master, il est agrégé par l'Éducation nationale, et l'Éducation nationale ne veut pas agréger un master qui ne suit pas les programmes qui sont les programmes de l'Éducation nationale. C'est la raison pour laquelle Condé Nast à Londres, les gens qui sortent de la Condé Nast Fashion Design School ont un master, qui est un master international, et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas le faire en France pour des raisons réglementaires et administratives. Eh ben, on enverra éventuellement nos enfants ou leurs petits-enfants faire le diplôme et la scolarité à Londres. On est très loin du papier, du magazine qu'on feuillette, et en même temps, on est tout près. Quelles sont les connexions qui existent encore entre ce qui se passe au Salon de l'étudiant ou ce qui se passe dans la Condé Nast Fashion School? Qu'est-ce qui reste du journalisme in fine? Est-ce qu'il y a encore des petites particules d'ADN qui restent? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il y a des journalistes qui sont impliqués dans des projets qui, a priori, sont très éloignés du magazine? L'un ou l'autre répond. En ce qui concerne les salons, oui, forcément, parce que le salon, c'est un média événementiel, sur 2 jours ou 3 jours, et donc il faut des contenus. Rien n'est pire qu'un salon où il y a juste une succession d'exposants. Enfin, c'est pas un média à ce moment-là. C'est un média événementiel autour d'une expertise, et c'est ça que les gens viennent chercher. Donc bien sûr, le savoir-faire et le mode, disons, coutumier des journalistes, c'est-à-dire savoir enquêter, bien maîtriser son sujet, et le dispenser est indispensable. On est au fond très près du métier de départ. Xavier. Je reprends le mot de Corinne. Notre métier, tous autour de la table, c'est de créer des contenus. Dans le Condé Nast Fashion Design School, 50% des intervenants sont des gens du groupe Condé Nast, et 80% des cas sont des cas qui ont été faits, c'est-à-dire la création de la matière et des contenus qui vont servir de support pédagogique ont été faits sur la base, par les gens de Condé Nast. C'est-à-dire que cette matière pédagogique, elle a été créée par Condé Nast, c'est donc les contenus pédagogiques qui ont été créés par un groupe de presse, et on est bien dans ces synergies de création de contenu. Frédéric Darouty, directeur exécutif de Prisma Media. On va revenir, on va faire un rétro-pédalage et on va aller à l'ADN de la diversification du titre Télé-Loisirs. Et représentez-vous votre salon, la table basse, la télécommande. Quand j'ai eu Frédéric au téléphone, il m'a dit finalement notre univers de marque et le territoire à partir duquel on pourrait diversifier notre canard télé-loisirs, eh bien, ça tourne autour de cette table basse, de cette télécommande, évidemment de l'écran ou des écrans qu'il y a autour. Et c'est là-dessus qu'on peut commencer à réfléchir. C'est votre territoire. À partir de là, je vous laisse la parole, parce que moi, je trouve ça passionnant quand c'est ambiancé de cette façon-là. Il n'y a rien de plus cucu qu'un magazine télé avec les programmes. Ça existe depuis la nuit des temps. Et bien, malgré ça... Oui, alors il y a eu des étapes pour y arriver. Il y a eu le web d'abord, avant d'arriver à ce qu'on a aujourd'hui sur le mobile et finalement cette substitution du magazine télé. Il y a eu le web et Prisma a eu le courage assez tôt d'aller sur le web et d'avoir un site assez puissant qui devient un rendez-vous quotidien, qui donne un programme et qui est personnalisable, animé, avec plein de contenu et finalement de plus en plus de contenu qui est mis à jour beaucoup plus vite qu'un magazine papier. Ils ont pris le risque parce que tout le monde sait aussi combien ce marché est chahuté, combien le web permet de se substituer. Et Prisma a commencé assez tôt. Et finalement, est arrivé le mobile. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ce magazine qui est posé sur la table, qui est feuilleté X fois par jour par tous les membres de la famille, et refeuilleté tous les jours, il est non personnalisable. Il ne donne pas exactement le service dont vraiment on a besoin, de ce que les gens ont besoin. C'est qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? C'est la première question. C'est pas qu'est-ce qu'il y a dans la journée. Ça concerne certaines personnes, mais pas beaucoup. C'est le soir. Et dans ces conditions, on est parti d'une application sur le mobile qui est, quand vous l'ouvrez, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Et puis après, au fur et à mesure, on l'enrichit, et là on s'éloigne en effet, on finit par s'appuyer sur cette marque. Je voudrais aussi dire une petite anecdote, c'est la société avec laquelle on a travaillé pour faire cette application. Donc, tout le monde sait maintenant qu'elle appartient au groupe, on l'a racheté il y a une dizaine de jours, il s'appelle Recatch, c'est des développeurs de génie. Cette société en fait avait développé ces outils de connexion, avaient commencé à travailler avec Free et même par eux-mêmes et se sont dit si on veut vraiment grandir, il nous faut une marque de télé, parce que c'est la marque de télé qui nous fera grandir. Donc ils s'appuient sur cette marque qui
qui aurait pu paraître vieillissante auprès d'une population jeune. Et finalement, ça a grandi très vite. La marque a été un levier. Les éléments techniques ont été un levier, les éléments technologiques de connexion entre l'application et les différentes box, Free en premier. Et puis tous les éléments de personnalisation, vous faites votre propre grille, vous paramétrez votre télécommande, vous paramétrez l'application en fonction de votre opérateur télécom, vous pouvez vous connecter à distance, donc finalement ça devient votre propre outil, votre propre programme télé, qui est fait juste pour vous. Vous pouvez choisir vos news, vous pouvez aller sur des notions de personnalisation qui sont exactement ce que chacun cherchait avant sur la table basse dans la famille tous les jours. Ça veut dire que Télé Loisirs, il était encore esclave de ce qu'on appelait la grille. La grille derrière laquelle on enfermait le téléspectateur, il était en prison derrière sa grille. Et vous avez suivi cette tendance avec le numérique qui fait que le téléspectateur est devenu le directeur des programmes et qui veut son truc à la carte. Donc vous avez complètement inversé le concept même de voilà le menu, c'est pas ça et c'est ça et pas autre chose. Et vous avez inversé le truc, mais vous êtes resté vous-même. Exactement. Alors on est aussi assez fiers parce que ça veut dire aujourd'hui le prime time de Télé Loisirs, c'est le dimanche entre 18h30 et 21h. Et sur la journée du dimanche, on a des pics entre le web, les applis, mobiles, tablettes, de 4 millions, je dis bien 4 millions d'utilisateurs uniques qui viennent choisir ce qu'ils vont regarder le dimanche soir à la télé. Et là, ouais. Excusez-moi, c'est là où, par rapport aux chaînes de télé, ces mastodontes des médias, on leur dit, vous savez qu'il y a 4 millions de personnes qui, sur l'application Télé Loisirs, le web, les différents supports, choisissent ce qu'ils vont regarder à la télé ce soir. Oui, il est en train de se faire une espèce d'énorme surprise party, et nous, on sait ce qui se passe, et vous savez pas. Mais simplement, quand vous dites ils font leur choix sur les applications, etc., qu'est-ce qu'ils font exactement ? Ils précisent ce qu'ils vont regarder le soir même, ou ils programment d'ores et déjà des programmes vus dans le Télé-Loisirs papier dont ils veulent faire du rattrapage éventuellement un dimanche soir parce qu'il n'y a pas ce qu'ils veulent à la télé. Qu'est-ce qui se joue dans cette grande boîte de nuit là ? Alors, il y a plusieurs sujets dans votre question. Il y a un élément intéressant aussi dans le choix de diversification et de stretching, parce que c'est pas de la diversification finalement, c'est aussi toujours le même métier. Aujourd'hui, les chiffres qui sont sortis d'ailleurs très récemment de Médiamétrie attribuent à Télé Loisirs sur le digital 13 millions, 12 millions 8 d'utilisateurs web, mobile, tablette. Et ce qu'on a calculé, c'est qu'aujourd'hui, ces 12 millions 8, c'est à peu près, l'overlap par rapport aux utilisateurs papier, c'est moins de 10%. Donc c'est vraiment une population supplémentaire que la marque a gagnée. Donc il y a très peu d'utilisateurs entre papier et digital. Alors avec ça, j'ai oublié la question initiale. Ma question c'était qu'est-ce qu'ils font le dimanche ? Ah oui. Elle était fouillie ma question. Mais qu'est-ce qu'ils font le dimanche ? Ah oui. Est-ce qu'ils s'apprêtent à regarder ce que la télé leur propose le dimanche dans l'ordre chronologique, ou est-ce qu'ils font ils inversent la chronologie du média, quoi. Est-ce qu'ils vont chercher un programme qu'ils ont loupé le lundi pour le regarder le dimanche ? Exactement. Il y a plein de populations. Il y a ceux qui se programment leur soirée et qui se disent je vais regarder ça, qui n'y seront pas et qui peuvent programmer l'enregistrement à distance. Il y a ceux qui simplement aussi se disent bon, je vais regarder ça. Il y a ceux qui se disent je ne pourrai pas le voir, je ne peux pas encore le programmer parce que les opérateurs télécoms ne l'ont pas autorisé, et qui vont pouvoir savoir si ça passe en replay. Qui le lendemain, ceux qui n'ont pas pu du tout regarder ou se programmer vont savoir qu'est-ce qui a bien marché en replay, qu'est-ce qui a bien marché la veille, quelles sont les belles audiences, et dans le ranking du replay qu'on explique, ils peuvent savoir qu'est-ce qui a marché, donc qu'est-ce qui a plu et qu'est-ce que je vais regarder. Donc ça se passe avant, pendant. Et aussi pendant, il y a un sujet intéressant qui est très bon pour la marque, c'est qu'on a lancé des tweets, notamment pendant toutes les émissions de télé-réalité. Ah, ça les rend beaucoup plus intéressantes. Et d'un seul coup, la marque, elle a pris une aura incroyable, et il y a un rendez-vous qui s'est créé sur Twitter pour lire les commentaires des journalistes pendant la télé-réalité. Alors il y a un ton qui est particulier, mais il y a 100 000 followers de Télé Loisirs sur Twitter qui viennent suivre les émissions de télé-réalité avec Télé Loisirs. Ça veut dire qu'en fait, vous faites, avec ces outils numériques, l'antithèse du magazine télé. C'est-à-dire que les gens fabriquent eux-mêmes leurs programmes, ils inversent les données, ils prennent le pouvoir, alors que dans le télé-loisir, on ouvrait la Bible et on disait qu'est-ce que je vais réciter comme prière ce soir et sur quelle chaîne. Ouais. Là, ça s'inverse. Et d'une certaine manière, on n'a pas inventé beaucoup de choses, parce que de toute façon, il y a une tendance de fond qui est en train de s'opérer sur la télé délinéarisée. Tout le monde va se faire son programme télé à n'importe quelle heure de la journée, avec énormément de types de contenus, payants, pas payants, sur différents types de supports et différents canaux. Donc on les accompagne dans cette voie. Vous avez le droit de donner des chiffres ou pas ?
Qu'est-ce que ça a donné, cette diversification qui a pris 10 ans, hein, c'était il y a 10 ans. Qu'est-ce que ça donne en termes de pourcentage, quoi, si on parle de ces deux univers, l'univers du papier et puis le reste, est-ce que les vases ont communiqué ? C'est important cette notion de temps parce qu'on n'y arrive pas et souvent dans une société d'édition de presse, on croit qu'avec le digital, on va transformer et on va acquérir 100 000, 1 million de visiteurs très très vite. Ça prend beaucoup de temps, ça demande, surtout quand on est sur un usage quotidien comme celui-ci, il faut être référent, il ne faut pas se tromper et on peut vite perdre beaucoup. Mais depuis le rachat du site programmetv.net qui est l'origine finalement digitale de Télé Loisirs, il y a à peu près 10 ans qui se sont écoulés. Alors en termes de chiffres, on ne donne pas beaucoup de chiffres en valeur absolue, mais il y a quelques indicateurs qui sont intéressants. Aujourd'hui, ou en 2014, avec Télé Loisirs, les ventes de magazines, ça pèse encore beaucoup. Hein. C'est un magazine qui diffuse à plus de 900 000 exemplaires par semaine, donc il y a beaucoup de gens qui l'achètent, ça fait une grosse part de chiffre d'affaires. Mais dans le marché publicitaire qu'on connaît tous assez chahuté, où les investissements pubs sur ce genre de magazines sont plutôt un peu déclinants, aujourd'hui, chaque euro qu'on perd en papier, on en retrouve plus sur le digital, que ce soit le site, le mobile. Donc c'est une marque qui, en chiffre d'affaires publicitaire, est en croissance au global, grâce au digital. Et 1 euro sur le papier, il vaut bien 1 euro sur le digital. Alors, il ne vaut pas 1 centime d'euro. Ça, c'est une grande question. Hein, quelle est la valeur du contact, mais la question de la parité. Bon, d'accord, j'insiste pas. Donc c'est une tendance intéressante. Et un autre chiffre important aussi cette année, pour la première fois en 2015, il y aura plus de revenus publicitaires sur le digital, Télé Loisirs, que sur le papier. En tout cas, c'est le forecast qu'on a. Mais en tout cas, c'est parti pour. Bon. Une question que je pose à tous les trois, est-ce qu'on fait soi-même, est-ce qu'on fait faire, jusqu'où on s'implique? Corinne. Alors, dans les écueils dont je parlais tout à l'heure, c'est vrai que quand on s'attaque au marché, par exemple, des salons, ou au marché des croisières, ou à d'autres types de canaux, disons, que le métier natif au départ, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes métiers, ce n'est pas les mêmes marchés, on ne les juge pas sur les mêmes critères, ce n'est pas les mêmes métriques. Donc déjà, c'est quand même un premier écueil, ou en tout cas, il faut vraiment avoir ça en tête. Ensuite, il faut se poser la question de la légitimité de la marque et sa crédibilité pour aller finalement s'exprimer ailleurs. Donc, est-ce que dans l'opinion publique, la marque est repérée et crédible ? Si on prend par exemple chez nous le pôle décoration, la marque Côté Sud, quand elle se met à faire des salons à Aix-en-Provence ou à Saint-Tropez la semaine prochaine, elle est crédible parce qu'elle est repérée dans l'esprit des gens comme une marque forte de l'art de vivre en général. Donc cet aspect quand même de la légitimité, de la crédibilité est vraiment un des points, je trouve, aussi à sous-peser. Ensuite, est-ce qu'on connaît ce marché-là ? Est-ce qu'il est très encombré? Qui sont les acteurs? Et est-ce qu'on est en mesure d'arriver sur ce marché avec une innovation ou avec une valeur ajoutée, ou est-ce qu'on sera un énième? Dans le domaine des salons, par exemple, c'est quand même un marché qui est archi encombré. D'ailleurs, on manque en France, et en particulier à Paris, de sites qui sont tous bookés. On est en deuxième ou en troisième option quand on veut lancer, comme cette année chez nous, le Salon du travail et de la mobilité professionnelle, en janvier dernier à la Grande Halle de la Villette, sous la marque L'Express. C'est une bagarre. Donc c'est des marchés qui peuvent être parfois très encombrés, et il y a vraiment cette question de ce sera quoi ma valeur ajoutée? Est-ce que je suis légitime? Et est-ce qu'il y a une innovation à apporter sur ce marché? Ensuite, évidemment, le retour sur investissement. Est-ce que c'est à 5 ans? C'est trop long. Donc, est-ce que ça peut être accessible à 2 ans? Et quelle est la récurrence, en fait, de cette nouvelle ligne de diversification? Est-ce que c'est un one-shot, ou est-ce que ça peut se démultiplier? Est-ce qu'il y a une récurrence? Donc, ROI et récurrence aussi. Et puis, dernière chose, est-ce qu'en interne, on a la puissance promotionnelle pour lancer la diversification? Parce que dans les business plans de beaucoup de diversification, le faire savoir coûte vachement cher. Donc, si on a, par exemple, si on est en mesure d'activer en interne une puissance promotionnelle forte à travers nos propres publications, nos propres circuits digitaux, et est-ce qu'on a les fichiers, en particulier dès qu'on s'attaque au B2B, est-ce qu'on a les fichiers activables, la bonne data pour pousser les offres et les faire connaître sans plomber, entre guillemets, le compte d'exploitation dès la première année? Voilà, donc ça c'est... Moi, je me suis martingalisée, en tout cas. Mais sur ma question, est-ce qu'on délègue ou pas? Jusqu'où on contrôle l'usage de sa marque? Est-ce qu'on fait comme Pierre Cardin, c'est-à-dire qu'on met son logo sur des spaghettis, ou on fait gaffe et on vérifie, et on goûte les spaghettis avant, on les prépare soi-même?
Ça dépend, quand on lance une gamme de peintures sur les côtés, c'est pas notre métier de faire des peintures. Donc évidemment, on travaille avec une des grandes entreprises sur ce sujet-là. Dans le domaine des salons, par exemple, est-ce qu'il faut se mettre en partenariat avec quelqu'un dont c'est le métier pour tester la première année? Est-ce qu'il faut y aller tout seul? Est-ce qu'il existe des freelances qu'on peut, pour le coup, embarquer, incuber pendant un certain nombre de mois sur ces sujets-là? Ça dépend de la diversification. Ça dépend du sujet. Mais c'est un vrai sujet. En tout cas, c'est une question qu'il faut impérativement se poser. Xavier, vous avez une religion qui est plus faite sur le sujet. On part du principe que le principal actif du groupe Condé Nast, ce sont ses marques. Et donc, on confie à personne d'autre le soin d'exploiter nos marques. Et donc, toute diversification, au-delà des questions tout à fait justes que pose Corinne, on a rajouté une qui est impérative. Nous devons garder le contrôle de nos marques. Il est hors de question qu'on cède à quelqu'un de l'extérieur l'exploitation du contrôle de nos marques. Vous ne cédez pas à quelqu'un à l'extérieur que vous ne connaissez pas, tant bien même il serait un grand professionnel, ce qui vous est plus cher. Donc, quand on fait des salons, on a fait à des intérieurs, enfin, c'est pas des salons, c'est des expositions, on vient de finir à des collections au ministère des Affaires étrangères, nous le faisons nous-mêmes. On a lancé avec GQ en France l'Académie du style, c'est des séances de coaching et de formation au métier, enfin au style, à la fois pour des individus et des entreprises. Nous le faisons nous-mêmes. Alors on prend des coachs extérieurs qu'on a choisis qui vont venir dans nos locaux, mais c'est sur la base d'un programme de formation qui a été fait par la rédaction de GQ. Quand on fait AD intérieur, c'est la rédactrice en chef de GQ qui détermine le thème, qui sélectionne les exposants, en l'occurrence les plus grands designers et décorateurs, et c'est nous qui opérons. Donc, quand on fait Condé Nast Fashion and Design School, c'est dans nos locaux, avec des professeurs que nous recrutons, avec un directeur d'école que nous recrutons, nous bannissons les licences. La licence, c'est une façon facile, court-termiste, pour faire du chiffre d'affaires, mais c'est souvent extraordinairement pénalisant pour la marque, parce que vous ne savez jamais ce que les gens à qui vous avez concédé une licence vont faire d'une marque que tous les jours, dans l'entreprise, des gens prennent un soin particulier à valoriser, à tricoter, c'est de l'artisanat. Et donc là-dessus, on a effectivement une philosophie assez forte. Ok, j'ai des SMS. Alors, j'ai un premier SMS, école de formation mode, trouver les profs locaux, concevoir les programmes. Est-ce que c'est votre métier sur l'école de mode, l'école de luxe? C'est votre métier? C'est notre métier. Le métier, il y a quelque chose, je fais une parenthèse. On dit toujours aujourd'hui, j'ai encore vu mardi soir dans les différentes remises des prix, etc., la presse magazine traverse une mauvaise période. Ça me hérisse le poil. Jamais un secteur d'activité, comme la presse en général, et la presse magazine en particulier, ne s'est réinventé, ne s'est renouvelé, n'a investi au cours des dernières années. Ceux qui ont ce jugement sont des gens qui ont une vision passéiste, et c'est eux qui ont un problème et pas la presse magazine. Les marques de presse, et il y en a autour de cette table et dans cette salle, ont fait preuve au cours des dernières années, que ce soit en France ou à l'international, d'innovation, de prise de risque, d'investissement considérable. Et aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si c'est notre métier ou pas notre métier. La question, c'est de se reposer fondamentalement la question de notre valeur ajoutée. Notre valeur ajoutée, c'est la production de contenu. Or, aujourd'hui, on voit bien que dans une multitude d'entreprises, et le digital y contribue fortement, le problème, ce ne sera pas les tuyaux, c'est ce qui se passe dedans. Et donc, c'est la production de contenu. Et on a une chance énorme, qui est cette capacité que nous avons à délivrer des contenus, mais ces contenus, on les délivre sous d'autres formes. Ça peut être des salons, ça peut être des expositions, ça peut être des livres, ça peut être de la formation, ça peut être des hôtels, ça peut être des restaurants, ça peut être des programmes télé, ça peut être des tas de choses. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la notion de métier n'est plus la bonne question. La question, c'est la valeur ajoutée de ce que nous savons faire. On est capable de produire des contenus, et ces contenus, aujourd'hui, se diversifient de façon considérable, et produire des contenus pour des jeunes dans une mission universelle qui est celle de la transmission du savoir me semble être totalement en adéquation avec un groupe média. Corinne. La production de contenu, c'est vrai, c'est notre métier, mais tu vois, dans le monde digital, quand même, on a quand même le problème de la monétisation. Et, tu vois, on met quand même gratuitement sur nos applis et sur nos sites
finalement, voilà, la valeur ajoutée, l'expertise, les contenus, et le modèle économique est quand même, malgré tout, questionné, parce que ça demande quand même pas mal d'investissement en équipe. Donc il faut arriver dans la diversification tout de même à aussi sortir du résultat, quoi. C'est le sujet d'ailleurs du deuxième SMS. Il y a un petit curieux qui dit, c'est quoi vos taux de marge? Où? Dans ces diversifications. La diversification, quand elle est bien faite, vous fournit des taux de marge infiniment supérieurs aux activités stricto sensu de presse. De presse. Donne un exemple en France, voilà, AD, magazine. Il y avait 10 numéros par an d'AD, aujourd'hui il y en a 6. Et il y a 3 hors-série, site internet, application mobile et 2 salons. 40% de la marge brute d'AD est faite en dehors du magazine. 60% du chiffre d'affaires et 40% de la marge brute. Donc aujourd'hui, quand c'est bien fait, les taux de marge sont infiniment supérieurs. Donc, alors après ça pose... ça ne veut pas dire que toute diversification est rentable. Il y a effectivement un problème de monétisation sur le digital, mais il y a d'autres façons d'aller dans le digital. Donne un exemple, quand Condé Nast investit dans Vestiaire Collective, c'est une autre façon de créer du contenu, et qui est un contenu qui est différent, puisque ce n'est pas un contenu au sens traditionnel du terme, c'est la capacité qu'on a à faire rencontrer une communauté sociale de 2,5 millions de femmes qui s'achètent et se vendent des produits de luxe d'occasion. Ça crée une valeur extraordinaire. Et ce qu'a apporté Condé Nast, c'est la relation avec les marques, et c'est le fait qu'on ait apporté aussi nos communautés. La rentabilité de Vestiaire Collective dans les années qui viennent, et déjà aujourd'hui, elle est infiniment supérieure à la rentabilité d'un magazine classique. Donc il y a d'autres façons d'investir dans le digital. Ça fait partie de la diversification, pour peu, et je rejoins ce que tu dis, qu'on soit légitime, qu'on contrôle nos marques et qu'il y ait un retour sur investissement. Sur la marge. Oui, il y a un intérêt aussi dans ces éléments de diversification, notamment de digital. Sur le digital, c'est que c'est toujours difficile d'isoler qu'est-ce qu'on fait comme marge sur tel ou tel type de produit, tel ou tel type d'activité. Chacun l'analyse à sa manière. C'est difficile de le dire aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va sur le digital, on ouvre son contenu, tout en ayant bien sûr traité tous les sujets de droit d'auteur, mais on ouvre son contenu à une population beaucoup plus large, et les chances de gagner de l'argent, que ce soit par un modèle économique, quel que soit le modèle économique, payant ou pas payant, qui sont bien supérieures. Donc de toute façon, on rentabilise mieux tout le contenu qui est produit par rapport à simplement une diffusion papier assez figée et limitée dans le temps. J'ai une question pour vous, Frédéric. Ça n'a rien à voir avec les marges. Pour Télé Loisirs, quelle est la place des articles news hors grille télé dans l'audience Télé Loisirs? Alors c'est... comment répondre? C'est à peu près entre 20 et 30% des pages vues chaque jour. Ça, c'est très concret. Donc c'est une place importante parce que les gens viennent d'abord, c'est comme dans un hypermarché, on vient d'abord acheter les œufs et le lait, et après on achète le reste. Donc les gens viennent voir la grille, et nous, on leur donne le goût au contenu, au travers, évidemment, de toutes les techniques de contextualisation de contenu, d'informations supplémentaires, d'alerting. Parce que les alertings, ça marche bien sur les programmes, mais ça marche aussi beaucoup sur les news, et sur tout ce qui est produit par la rédaction. Donc c'est un élément très important, et en plus très efficace, parce que c'est là où la publicité fonctionne le mieux. Donc la rédaction joue un rôle clé dans l'efficacité du produit. Question pour tous les trois. Selon les intervenants, comment appliquer la stratégie de stretch marketing aux petits titres à centre d'intérêt qui, bien souvent, ont une belle notoriété dans leur domaine, mais ces petits titres ont peu de moyens et peu de temps? Qui veut répondre à cette question difficile? Je dirais que pour arriver à diversifier une marque, il faut qu'elle soit quand même forte et hyper... C'est une énergie, une marque. Il faut qu'il y ait une activation super forte. Donc sur les titres à centre d'intérêt ou les petits titres, c'est quand même moins évident à faire. Moi, je pense qu'on a intérêt à avoir quand même d'abord une activation de marque hyper forte. Donc on commencerait plutôt sur un gros journal. Ouais. Je ne suis pas sûr que Xavier est d'accord. Si, je suis totalement d'accord. Je pense que la question, c'est pas petit ou grand. La petite, c'est y a-t-il un secteur sur lequel ma marque est référente? Et donc, c'est la référence de la marque, et la référence est indépendante de la taille. Donc, si on est référent, on a une capacité à sortir du périmètre classique. Si on n'est pas référent, même une grosse marque non référente
aura beaucoup plus de mal à élargir au travers de nouvelles activités son savoir-faire. Donc je pense que c'est la référence de la marque plutôt que la taille qui est le critère numéro un. Il y a pas, en plus, c'est quoi une taille de marque? Dans le groupe Prisma, il y a des hebdos, il y a des mensuels. En termes de diffusion, un mensuel est moins important. Mais la notoriété d'une marque comme Géo, même si elle est moins importante en termes de diffusion, lui permet aujourd'hui de faire à peu près 25% de son chiffre d'affaires sur de la diversification. Mais peut-être derrière cette question, il y a une question plus générale, c'est finalement, est-ce qu'il vaut mieux pour faire une diversification partir d'une marque de niche, pêcheur à la ligne en Islande entre le 15 février et le 15 mars, ou cuisine pour tous et à tout âge? Cela dit, l'étudiant, quand il a démarré, c'était une toute petite... Enfin, tu vois, c'était un mensuel et c'était voilà, un peu une niche. C'est devenu une très grosse activité, et majoritairement une activité de salon, d'événements, de B2C sur la cible des jeunes, sur l'orientation, mais aussi de B2B. Ça, c'est une des dimensions possibles de diversification. L'étudiant a créé une marque qui s'appelle EducPro et qui donc s'adresse en fait à tous les acteurs du monde de l'enseignement et de la formation, et est en train de devenir extrêmement référente en ayant décliné un site gratuit sur ce sujet-là, des lettres confidentielles, des conférences, bien sûr, sur tous les sujets de MOOC, d'innovation, d'entrepreneuriat, tous les grands sujets qui intéressent les directeurs d'école, les patrons d'université, tout cet écosystème qui est très demandeur alors que les choses changent énormément en matière de mode d'enseignement aujourd'hui. Et puis des learning expeditions aux États-Unis, dans les écosystèmes innovants, etc., etc. Donc il y a aussi le B2B qui est quand même vraiment une ligne de diversification qui peut être hyper rentable, parce qu'en général le B2B rapporte plus que le B2C, parce que ça se facture plus cher. J'ai un message. David, tes invités sont très brillants, mais ils ne parlent que de leur succès. Auront-ils le courage d'avouer un échec de diversification? Je n'en suis pas sûr. C'est le SMS. Hein. Moi, j'en ai un. Évidemment, il n'est pas signé. J'en ai un très beau. Un plantage. Ouais. Bon, d'abord, je disais en introduction à Frédéric et Corinne, Condé Nast, on a 6 valeurs qui sont internationales. La 5e des 6 valeurs, c'est vous pouvez vous tromper. C'est à quoi je rajoute toujours once. Depuis quand vous l'avez, cette valeur-là? Ah bah, elle est dans l'histoire de Condé Nast depuis des années. Parce que le droit à l'erreur, c'est nouveau dans le management. On en parle beaucoup depuis 3-4 ans. Ouais, mais là, c'est une société américaine. Donc pour les Américains, ils aiment bien. Avoir des échecs, ça fait partie de la culture de l'entreprise. Et avec moi, ils sont servis. Donc, c'est très important parce qu'on ne peut pas entreprendre si on n'accepte pas de se tromper. On ne peut pas entreprendre si on n'a pas une notion du risque. Et le risque, il est inhérent à la possibilité d'échouer. Pour peu, évidemment, qu'on en tire des leçons, etc. Je vais vous donner un exemple. AD, il y a 3 ans, on se posait la question, comment diversifier, etc. Et je leur ai dit, mais il faut qu'on monte une newsletter quotidienne digitale avec un système d'abonnés, sachant que, comme le disait Corinne, AD a une audience assez forte dans le milieu du business to business, les architectes, les professionnels. Et je me suis dit, il y a là matière à développer un abonnement et on va faire une newsletter. Le lundi, on leur enverra une newsletter sur tel sujet, le mardi sur tel sujet, le mercredi sur tel sujet. Je mets l'entreprise en ordre de bataille là-dessus, on développe les systèmes d'information, on développe un système qu'on n'avait pas à l'époque, c'était il y a 3 ou 4 ans, qui était la possibilité de s'abonner en ligne, de faire payer, de suspendre les abonnements, etc., etc. Le marketing travaille, tout le monde travaille, etc. On lance massivement, on loue des fichiers, tout ça nous coûte très cher, et au bout de 3 mois, 9 abonnés. Échec retentissant, bon, et on essaie de regarder pourquoi, et en fait, le pourquoi, il est assez simple. Pour reprendre la grille que Corinne expliquait, nous ne sommes pas légitimes AD pour produire de l'information quotidienne. On est légitime pour faire des tas de trucs, mais pas pour produire de l'information quotidienne. Deuxièmement, les professionnels n'ont pas dans ce secteur un besoin sur leur secteur d'information quotidienne parce qu'il n'y a pas quotidiennement de quoi les intéresser. Ça a l'air basique comme ça, j'aurais mieux fait d'y penser avant. On a investi globalement 90 000 euros, 100 000 euros, et on les a perdus. Donc voilà, un échec que j'assume, mais qui nous a énormément servi à réfléchir à d'autres choses, et on a eu plein de succès après. Mais voilà un échec.
Corinne. Si, il y en a plein, forcément. Le test and learn, comme on le dit aujourd'hui, c'est par définition, voilà, mettre plein de fer au feu et puis regarder au bout d'un moment si on a un retour sur investissement correct. Là encore, il y a un savoir-faire, c'est à quel moment tu débranches quand finalement tu n'es pas dans ton BP à 2 ans, par exemple. Oui. Au bout de combien d'années on réalise qu'on s'est trompé? Voilà. Et dans le monde digital, par exemple, là, ce critère-là est vachement important parce qu'il ne faut pas s'enliser dans des secteurs qui sont encore en construction ou en tout cas en mutation forte. Donc un exemple. Je ne sais pas, par exemple, sur l'étudiant, il y a eu une lettre confidentielle qui s'appelait Interface, qui était mettre l'interface entre les écoles, les universités et le monde entrepreneurial. On a essayé. Au bout de à peu près 2 ans, on a plié. Le train de l'orientation, qui se balade dans plein de gares, c'est une façon de tester s'il y a un potentiel dans les villes. Bon, au bout de 3 ans, on s'est dit, on perd du fric, on arrête. Si, il y en a plein. Mais il faut le faire gaiement, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. On essaye des trucs et on en tire des enseignements. Alors, en revanche, si on n'en tire pas des enseignements, on est fautif. On va y venir aux enseignements. Frédéric, avant qu'on passe aux 3 conseils. Non mais, alors, j'aime bien ce que disait Xavier. Moi, j'avais aussi bossé dans beaucoup de groupes américains, donc on avait le droit. Chez Gruner, c'est un groupe allemand, c'est moins dans cet esprit, mais ça le devient de plus en plus. Vous avez le droit de vous planter avant d'agir. Surtout si on rectifie vite. Voilà. Mais c'est là où finalement on voit les bons. Alors il y a des petites histoires. On n'a pas de gros échecs retentissants, mais on a vu, par exemple, on parlait de Géo là aussi. On a lancé un magazine. On a énormément diversifié le magazine lui-même avec un Géo Histoire qui est un beau succès, Géo Savoir, Géo Extra, etc. Et on a lancé aussi Géo Art, qui était un très très beau magazine, assez cher. Diffusé avec des fréquences assez larges. Et en fait, c'était pas un grand succès, malgré le contenu. Et en fait, on l'a simplement transformé finalement en livre. Et on a compris que les gens préféraient, sur de l'art, acheter des livres, même si le contenu est finalement assez proche. Donc, ce genre de test, si on rectifie assez vite, on perd pas trop. Bon. Le riche de ses enseignements et de ses expériences, Xavier, ce serait quoi l'ABC d'une diversification, l'ABC de ce qu'il faut faire, les bonnes pratiques? L'ABC, c'était avant, c'était l'échec. La première chose, c'est que je pense qu'il faut avoir une conscience aiguë et honnête de ce que c'est que sa marque. C'est pas facile. On a toujours l'impression que la marque dont on s'occupe, c'est la plus belle du monde, qu'elle est connue. Bon. Pour moi, le maître mot, je l'ai dit tout à l'heure, c'est référence. Ça veut dire quoi une marque référente? Si on n'a pas une marque référente, c'est compliqué de se diversifier, pour simplifier. Première chose. La deuxième chose, c'est que il faut investir. C'est-à-dire qu'en se disant, tiens, je vais essayer ça à moindre frais, etc., ça ne marche jamais. Donc il faut investir. Et la troisième chose, c'est privilégier le long terme au court terme. La tentation du chiffre d'affaires vite obtenu à court terme me semble être une erreur. Voilà les 3 règles, ou conseils plus exactement, que je pourrais partager avec vous. Corinne. Frédéric. C'est assez complexe ce qu'a dit Xavier. Il y a un élément sur la connaissance de la marque qui est intéressant, c'est vraiment savoir comment la marque est perçue par ses utilisateurs, quels sont les éléments clés qui la caractérisent. Parce que il y a un exemple retentissant d'échec de stretching de marque très connu dans le marché des CPG, c'est les parfums Bic, qui n'a pas marché simplement parce que dans les parfums, c'est pas un produit jetable, c'est un produit haut de gamme. Et en fait, c'est juste toute l'image de Bic qui correspondait pas du tout au marché. Donc cette perception-là, souvent, on l'a pas toujours soi-même en tant que fabricant, propriétaire de la marque. C'est important de savoir comment les utilisateurs classent les critères d'attribution de la marque. Et le dernier élément, c'est toujours se poser comme question, qu'est-ce que je vais apporter à un marché? C'est-à-dire que même si on est très fort, si on est référent sur certains sujets, d'aller investir sur un marché, il faut le faire en se disant, je vais apporter une valeur supplémentaire pour pouvoir prendre une position et pouvoir dépasser ceux qui sont déjà présents. Je vais aussi avouer un autre semi-échec. On a voulu lancer une application de programme télé basée sur les tweets.
Et on était trop tard, le modèle n'était pas référent, Twitter était déjà bien investi, mais Twitter finalement n'est pas si fort que ça, et pas si prescripteur du programme télé. Donc c'était pas une bonne idée. Il n'y avait pas un moyen de se démarquer sur le sujet du programme télé, où les gens cherchent simplement un service hyper complet, hyper facile, pour pouvoir savoir ce qu'ils vont regarder, comment ils vont occuper leur temps de loisirs. Corinne. Alors, je dirais, moi, pour conclure, je voudrais revenir sur l'idée que la diversification, ça doit être une obsession quand même par les temps qui courent dans nos entreprises. Ensuite, je voudrais redire ce que je disais tout à l'heure, au tout début, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'obsession du client. Voilà. Il faut remettre au centre nos clients, mais même d'ailleurs dans la presse, parce que souvent, les journalistes parlent de tout sauf de leurs lecteurs. Donc, quand même, la notion d'utilisateur, aujourd'hui, est vraiment une notion clé. Le client, l'utilisateur, il faut être vachement open source parce que c'est fou ce qui se passe comme chose en ce moment. Donc il y a énormément de nouvelles opportunités, mais derrière... C'est le sujet de la deuxième table ronde. Mais derrière, il faut prioriser et ça dépend qui on a comme actionnaire. Alors justement, puisque vous y étiez là, sur cette question un peu sensible... Il y a un SMS qui dit que va changer le rachat du groupe Express Roularta par Patrick Drahi, de nouvelles innovations, point d'interrogation. Je crois que c'est un SMS pour vous, Corinne. J'en sais rien. Vous savez rien pour l'instant. Je ne vais pas tomber dans le piège. Bon, d'accord, mais c'est un vrai SMS, je n'ai pas inventé la question, c'est pas comme avant. Alors, non, je plaisante, c'était des vrais SMS. Est-ce que chacun des intervenants peut nous révéler, sous le couvert du secret, c'est-à-dire que personne ne tweet et tout ça, des projets de diversification à venir? Est-ce que vous avez des trucs dans les tuyaux? Xavier, moi je suis sûr qu'il prépare un truc, Xavier. Oui, le groupe Condé Nast réfléchit au e-commerce. Faut-il, comment doit-on devenir un acteur mondial du e-commerce? Ah, quand même. C'est chaud, ça. Oui, c'est chaud, oui. C'est chaud, et en fait, c'est un leurre. Il y a un truc à côté, etc. Mais leader du e-commerce. Si on fait les choses, c'est pour qu'il y ait une certaine dimension. Donc, leader, j'en sais rien, mais en tous les cas, aujourd'hui, ça correspondrait à un lancement de titres étudiés non, pas du en ce tout. moment, non, pas non. du tout. Aujourd'hui, la réflexion, c'est toujours la même. Notre métier de producteur de contenu nous offre, en ce qui nous concerne, une autorité prescriptrice. On est prescripteur. Le problème, c'est que la technologie fait qu'entre la prescription et la transaction, les chemins pour y aboutir sont de plus en plus courts. Et l'argent s'est déplacé du monde de la prescription vers celui de la transaction. Donc Condé Nast, qui, au travers de ses marques, opère dans la prescription, doit-il aller dans le monde de la transaction? Avec derrière une espèce de fantasme qui consiste à dire « je vois la petite robe noire dans Vogue, je clique, j'achète ». Donc ça, c'est la réflexion générale. Et donc, c'est une réflexion très importante, très lourde, et sur laquelle nous sommes. Est-ce que ça entraînera une diversification? Ce sera plus qu'une diversification, en l'occurrence, ou pas. C'est pas tranché, mais voilà. Rien n'est décidé, mais voilà le type de réflexion que nous avons en ce moment. Important. Corinne. Alors, en attendant d'intégrer le groupe Altis, qui évidemment va réouvrir le jeu en matière d'innovation, puisqu'on va intégrer un groupe de télécom, c'est quand même pas neutre, c'est très important comme nouvelle perspective. D'ici là, bien sûr, on a de nouvelles idées de salon, puisqu'on est un des rares groupes de presse à savoir opérer sur ce marché des salons, donc c'est un de nos savoir-faire, on a de nouvelles idées de salon. Et puis dans le champ du digital, il y a aussi encore beaucoup de choses à venir. Je tiens à signaler que l'Express va être la première marque embarquée nativement sur l'Apple Watch. Ah, scoop. Frédéric. Je ne vais pas révéler ce sur quoi on travaille, c'est compliqué, et puis parfois on apprend aussi en réfléchissant. On a plusieurs ingrédients qu'on veut utiliser, qui sont la mobilité et toutes les technologies qui peuvent permettre aujourd'hui de diffuser du contenu, de se l'approprier, de le partager, de le diffuser simplement sur des supports mobiles. Donc ça, c'est un axe clé dans nos innovations et dans nos diversifications.
Et puis aussi, on veut travailler à mieux utiliser la foultitude de contenu qui est produit par le groupe. Comme c'est le groupe Prisma, c'est plus d'une vingtaine de marques sur des sujets très diversifiés. Un des axes, ça va être de faire converger sur un support, peut-être, sur un mode de diffusion particulier. Mobile, c'est certain, tous ces contenus pour les utilisateurs. Bien, l'heure est arrivée. Merci à tous les trois pour toutes ces infos, pour ces conseils, pour ces doux et ces dontes. Je vous demande de les applaudir. Frédéric Daruty, directeur exécutif de Prisma Media, Xavier Romaté, PDG de Condé Nast, futur recteur d'université, futur patron de boîte de e-commerce, who knows, et Corinne Pitavi, DG du groupe Express Roularta. Merci à tous les trois.